Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On va continuer dans cette série qu'on a fait avec Weekend Back, qui, donc, la dernière fois, présentait la lettre de candidature sur Parcoursup. Vous pouvez le revoir dans les replays. Ce soir, donc, le grand oral, une autre partie de la fin de l'année, en quelque sorte, hein, pour nos jeunes terminales, puisqu'ils vont devoir s'exprimer, moment important dans la vie et moment important également au niveau du baccalauréat. Pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, vous savez que les questions se posent grâce au chat uniquement, et on se fait le relais petite voix, soit Marie-Françoise, soit moi-même, pour relayer les questions à Weekend Back. Voilà, vous avez à peu près tous les éléments. C'est enregistré, ce qui signifie que vous aurez le replay d'ici peu sur le centre, à la fois sur le centre de ressources et sur notre chaîne YouTube. Ainsi que le PowerPoint également sera sur notre centre de ressources qui vous permet de revenir dessus si besoin est. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît, la présentation, puisque maintenant vous avez toutes les clés en main. Merci beaucoup. On m'entend bien? Oui. Marie-Françoise, c'est bon? Ok. Bon. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe Jacquet, je suis professeur au lycée François Ier de Fontainebleau, professeur d'histoire et d'AGGFP, donc une des épreuves qui est évaluée au grand oral. Donc ce soir, nous allons parler ensemble de cette épreuve, qui est une épreuve maintenant qui date de la réforme Blanquer, donc de 2020, et qu'on commence à bien maîtriser, qui a connu un certain nombre de changements. Alors, j'insiste tout de suite sur le fait qu'il y a eu des changements dans le grand oral ces dernières années. Donc, faites attention si vous trouvez des renseignements sur des livres ou des revues ou des magazines anciens. Il y a eu des changements en 2024. Cette année, il n'y en a pas. Donc, ce que je vais vous dire continue de fonctionner pour cette année. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme l'indique là, le petit diaporama que vous avez sous les yeux, n'hésitez pas à poser des questions. Il vaut mieux comprendre et ne pas dire tout de suite qu'on ne comprend pas. Voilà, donc je suis à votre service, effectivement, pour répondre à toutes les questions. Donc, on va travailler en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter le grand oral à partir d'un certain nombre à partir d'un diaporama. Et puis ensuite, donc, je répondrai à vos questions qui se posent, s'il y en a, et en général, il y en a. Voilà. Alors, le grand oral, donc, cette année, se tiendra du lundi 23 juin au mercredi 2 juillet. Le grand oral est coefficient 10, c'est-à-dire que, comment vous dire, par rapport à l'écrit, c'est pas grand-chose. L'écrit, c'est coefficient 16, 2 fois 16, puisqu'il y a deux écrits. Donc, coefficient 10, mais c'est quand même quelque chose d'important, parce que ça permet soit de rattraper un échec à l'écrit, soit d'accumuler des points pour avoir une mention. Donc les dates, ce sont les dates officielles, ce sont les dates qui sont publiées sur le journal officiel, et on va discuter maintenant du vrai temps. Alors, qu'est-ce que le grand oral? Donc l'épreuve du grand oral permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Ce que j'ai mis là, c'est j'ai recopié ce qu'il y a sur le bulletin officiel de l'éducation nationale. Donc le candidat de montrer sa capacité de prendre la parole en public de façon claire et convaincante. C'est une épreuve fortement inspirée de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, où on insiste beaucoup sur la prise de parole, on insiste beaucoup sur la capacité des jeunes à s'exprimer et à convaincre. Le grand oral, c'est d'abord une épreuve où on cherche à convaincre, où on cherche à démontrer quelque chose plutôt qu'à briller. Il ne s'agit pas de donner des connaissances pures, il s'agit de convaincre. C'est une démonstration. Et il y a aussi l'opportunité d'utiliser ses connaissances et ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives. Donc, encore une fois, le grand oral est basé sur les deux spécialités. Alors, on va voir dans quelle mesure elles sont utilisées, mais c'est lié à ces spécialités. C'est-à-dire que le grand oral, c'est cohérent avec
le parcours lycéen du candidat, qui avait 3 spécialités en seconde, qui en a gardé 2 en terminale, et donc qui est évalué sur ces deux spécialités. Si vous voulez, à l'écrit, chaque spécialité est évaluée en tant que telle, et au grand oral, on peut mixer, c'est ce qu'on va voir. Et donc, 3 mots ici, 3 expressions sont importantes dans ce que je projette là. C'est clair, convaincant et capacité argumentative. On n'attend pas du candidat qu'il récite un cours, on n'attend pas qu'il répète ce qu'il a appris, on attend qu'il soit clair, convaincant, mais surtout qu'il puisse argumenter. En fait, le grand oral correspond à des spécialités, et ces spécialités, le candidat les continuera après, on ne demande plus de savoir, mais on lui demande de réfléchir, et ce, quelle que soit la spécialité qu'il a, les spécialités qu'il a choisies. Alors, voici donc la façon dont c'est présenté. Donc, pendant 10 minutes. Alors, le grand oral dure 20 minutes. Ces 20 minutes se divisent en 2 fois 10 minutes. Alors, faites attention, sur les anciens textes, on trouve 10 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. C'est terminé. Il y a maintenant 10 minutes plus 10 minutes. Alors, on va commenter ce texte-là, et encore une fois, le texte officiel. Pendant 10 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son argumentation et ses qualités de présentation. Pendant son exposé, sauf aménagement pour les candidats à besoins spécifiques, le candidat est debout. Pour son exposé, le candidat peut s'appuyer sur son support. Alors, on va voir tout à l'heure ce que c'est que le support. Il peut le montrer au jury, mais pas le lui remettre. Alors, tout ça, je vais vous l'expliciter. Là, je vous donne le texte officiel. Donc, on retiendra que le candidat est debout, sauf évidemment si le candidat est en situation de handicap. Mais autrement, le candidat est debout et il parle. Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses connaissances et de ses compétences argumentatives. Donc, les 10 minutes suivantes, les deux professeurs qui forment le jury posent des questions au candidat. Ce temps d'échange permet à l'élève de mettre en valeur ses connaissances et au programme de la spécialité, suivi en classe de première et de terminale. De première et de terminale, j'insiste bien là-dessus, de première et de terminale. Le grand oral ne porte pas sur la terminale, mais sur le cycle terminal. Et le cycle terminal, il commence en première. Les spécialités sont liées, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que l'on voit en première, qui seront réexploitées en terminale, et on peut très bien interroger le candidat sur des choses qu'il a vues en première, puisque, encore une fois, c'est ainsi. Pendant la première partie de l'épreuve, sur les 2 spécialités suivies en classe de première et de terminale, lorsque la question est présentée, je reviens là-dessus. Durant l'échange, le candidat peut s'appuyer sur son support, il peut le montrer au jury à son initiative ou en réponse à une question du jury. Pour autant, le jury ne peut pas le conserver à l'issue de l'épreuve ni l'évaluer. Le candidat dispose d'un tableau dans la salle d'examen qu'il peut utiliser s'il le souhaite durant ce deuxième temps. En revanche, le jury ne peut pas demander au candidat d'écrire ni sur une feuille ni tableau pour répondre à des questions qu'il soumettrait ou faire des exercices. Donc les choses sont claires. Alors sont claires, mais sont dites dans le langage administratif. Mais les choses sont claires. Le candidat est évalué uniquement sur ses connaissances, sur ses capacités à les mobiliser, sur ses capacités à répondre à des questions, sur ses capacités à argumenter. Il n'est pas évalué sur autre chose. Le support, on va en parler de ce support, c'est-à-dire en fait le brouillon, si vous voulez, pour simplifier, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, ce brouillon, il peut le montrer au jury, il peut faire par exemple une carte, il peut faire un graphique, il peut faire un calcul, il peut le montrer, mais il n'est pas évalué là-dessus. C'est-à-dire que si son calcul est faux, si la carte est fausse, il n'est pas évalué là-dessus. On ne peut pas demander au candidat d'écrire ni sur une feuille ni au tableau pour répondre à des questions qu'on lui soumettrait ou faire des exercices. C'est-à-dire que le grand oral, il est centré sur la question que le candidat a choisie. Les questions que l'on pose après, pendant les 10 minutes restantes, sont des questions pour élargir le sujet, mais en aucun cas, on va parler d'autre chose, en aucun cas, on va interroger le candidat sur d'autres choses qui ne seraient pas en rapport avec son sujet. Ok. Voilà. Hop. Alors, le jury va porter son attention sur la solidité des connaissances, la capacité à argumenter, à relier les savoirs, l'expression de la clarté du propos, l'engagement de la parole, la force de conviction et la manière d'exprimer une réflexion personnelle ainsi qu'aux motivations du candidat.
Alors, les motivations du candidat, pour reprendre la dernière phrase, je l'ai gardé parce qu'on peut continuer de l'interroger là-dessus, mais en principe, ça n'est plus ça. Avant, effectivement, on devait interroger le candidat sur les motivations. Pourquoi avez-vous pris cette spécialité et que voulez-vous faire après, etc. Bon, ça, c'est terminé. On peut les raisons pour lesquelles il a choisi ce sujet en particulier, pour essayer de comprendre, de cerner un petit peu sa personnalité et de voir pourquoi il a choisi. Voilà. Donc là, bon, c'est un petit résumé. C'est un petit résumé. Solidité des connaissances, capacité à argumenter. Donc vous voyez, il s'agit d'une épreuve. En fait, il s'agit d'une épreuve passerelle. Il s'agit d'une épreuve qui a un pied dans le lycée et un pied à l'université, ou enfin un pied dans le supérieur. La solidité des connaissances, ce qu'il a appris comme ça pendant 2 ans, et donc savoir ce qu'il en retire, et puis la capacité à argumenter, à relier les savoirs, un engagement de la parole, c'est-à-dire être déjà un étudiant, être déjà dans le supérieur, c'est-à-dire ce qu'on demandera aux candidats dans le supérieur. Le bac est d'une manière générale, le bac est un examen qui est à la fois la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Le grand oral répond complètement à cette exigence. Alors, une fois que ça s'est dit, une fois que les choses théoriques sont dites comme ça, donc rentrons maintenant plus précisément dans le vif du sujet. Alors, pour le jour du grand oral, les candidats doivent donc préparer 2 questions que l'on peut désigner sous le nom de sujets. Donc, le terme officiel, c'est question. En général, les élèves préfèrent le mot sujet parce que question, pour eux, c'est très réducteur. Pour nos élèves, question, c'est quelque chose de simple. Combien y a-t-il de kilomètres carrés en France? Ça, c'est une question. En fait, il s'agit d'un sujet, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Enfin bon, le terme officiel que j'utilise, c'est question. Donc, 2. Donc, ça, ce qu'il faut retenir ici, c'est les candidats doivent préparer 2 questions. Voilà. Chacun de vos 2 sujets doit naître de la curiosité et donner lieu à un travail spécifique de la part des candidats. Il ne s'agit surtout pas de réciter une partie du cours. Ça, c'est très, très clair et c'est extrêmement important. Encore une fois, il ne s'agit pas de tester la capacité à connaître le cours. Ils sont en terminale, ils sont pour la plupart majeurs, ils veulent faire des études supérieures, ils ont des ambitions et ils ont bien raison. Il ne s'agit donc pas de réciter un cours. Ils ne sont plus en 6e, on leur demande de réfléchir, de raisonner. Donc, le sujet doit être de la curiosité et donner lieu à un travail spécifique de leur part. En aucun cas, il s'agit de réciter le cours. Donc, il s'agit de se poser une question à partir de leurs 2 spécialités et de faire un travail de recherche. On verra tout à l'heure comment ça se passe en bibliothèque avec les profs, etc. Pour répondre. Il ne s'agit pas de réciter le cours. Et d'ailleurs, dans certaines spécialités, en AGGSP, par exemple, la GGSP, c'est histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique, donc c'est la spécialité que je fais, c'est celle que je connais un peu, il est interdit, c'est très clairement marqué dans les textes, il est interdit aux élèves de reprendre un élément du cours. Je ne sais pas, moi, par exemple, sur le sujet guerre et paix, on traite la guerre et la paix, donc on traite du Moyen-Orient, il n'est pas question que les candidats reprennent la guerre et la paix au Moyen-Orient. Analyser les guerres au Moyen-Orient, analyser l'actuel conflit, par exemple, entre Israël et le Hamas, oui, ça c'est possible, mais faire un grand oral qui ferait la guerre et la paix au Moyen-Orient de 1948 à nos jours, ça c'est pas possible. Il faut partir de ça et s'interroger sur un sujet particulier. Le risque sera en effet de répercuter une sous-partie du programme dans telle ou telle discipline de façon plus ou moins docile. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, on leur demande de réfléchir. On demande aux candidats, donc à vos enfants, à mes élèves, on leur demande de rentrer dans le domaine qu'on est étudiant. Qu'on est étudiant, on ne répète pas simplement le cours, on commence à faire de la recherche. Bref, on crée de la connaissance. Et c'est un peu ce qu'on leur demande. Évidemment, là, ça reste très, très circonscrit par les programmes, par le temps et par les exigences du jury. Alors,
Les élèves ont deux spécialités. Hein, c'est comme ça, ils en avaient trois en première, ils en abordent une en terminale, ils ont deux spécialités. Et à partir de là, donc, il y a trois possibilités. Deux spécialités, trois possibilités. Première spécialité, les deux questions reposent chacune sur un certain de spécialités différentes. Alors, j'ai mis deux sujets, hein, comme ça. Quels furent les ressorts de l'intervention américaine en Irak lors de la première guerre du Golfe en 1991? Vous voyez, donc on a GGSP. Donc le sujet, c'est pas la guerre du Golfe, c'est quels furent les ressorts, c'est-à-dire les élèves réfléchissent, essayent de comprendre pourquoi les Américains sont intervenus en Irak en 1991. C'est pas simplement ils sont intervenus parce qu'on a envahi le Koweït, parce que bon, non, il s'agit de réfléchir sur les causes qui ont poussé les Américains en 1991 à intervenir dans le Golfe. L'autre sujet, en SES, une autre grande spécialité, souvent les élèves d'ailleurs qui font un GGSP prennent SES, pas toujours, mais souvent, comment le défi de l'épidémie de Covid-19 a-t-il pu influencer la politique communautaire européenne? Donc, on est ici dans deux grands oraux, un en GGSP, l'autre en SES, et les choses sont clairement faites. Donc, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, une de vos deux questions porte sur un enseignement de spécialité et l'autre implique vos deux spécialités. Elle est en quelque sorte transversale. J'ai pris deux autres exemples. Comment les mathématiques augmentent-elles nos chances de gagner au jeu? Donc ça, c'est la spécialité maths, très clair. Donc en travaillant sur la suite de Fibonacci. Et l'autre, est-il encore possible de réduire la pauvreté en France? Une approche économique et statistique. Et donc là, on va mêler les deux spécialités. Donc là, il s'agit de candidats qui auraient comme deux spécialités maths et FES. Et donc, bon, la première, bon, c'est le cas de figure de tout à l'heure, je n'y reviens pas. La seconde, est-il possible de réduire la pauvreté en France? Donc, une approche économique et statistique. Donc, on va mêler les SES, approche économique et statistique, en travaillant sur les statistiques que les élèves ont faites pour arriver à savoir si est-ce qu'il est possible de réduire la pauvreté en France. Moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Je ne suis ni SES ni mathématicien. Là, on mêle les deux spécialités. Donc, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, je pense que vous l'avez deviné. Il s'agit que les deux questions sont toutes les deux transversales, c'est-à-dire que les deux spécialités sont sollicitées pour chacune des deux questions. Donc, j'ai pris deux exemples différents. En quoi une modélisation statistique favorise-t-elle la compréhension des variations climatiques passées? Donc, maths plus SVT. Et l'autre, les réparations dues par l'Allemagne à la suite de la Grande Guerre étaient-elles raisonnables? SES plus GGSP. Alors, il est bien évident que là, l'exemple que je vous mets là, c'est un exemple complètement théorique, parce que ça voudrait dire que le candidat a 4 spécialités. Ça, ce n'est pas possible. Donc, le premier serait pour un candidat qui aurait maths SVT, le second pour un candidat qui aurait SES plus GGSP. Voilà. Donc, vous voyez, l'idée, ça n'est pas, encore une fois, je recommence, mais ça n'est pas de réciter un cours. L'idée, c'est de réfléchir. Et il est évident que de mêler les deux spécialités est sans doute le meilleur moyen de faire un grand oral original, intéressant et convaincant. Puisque le jury va voir que les deux spécialités ont été toutes les deux sollicitées, que les deux spécialités sont considérées à égalité, et surtout, ça permet de résoudre, bon, j'exagère, ça permet de poser une question, d'émettre des hypothèses sur un sujet original. En quoi une modélisation statistique favorise-t-elle la compréhension des variations climatiques du passé? Les variations climatiques du passé, c'est de la SVT, sciences et vie de la Terre, et les mathématiques, avec une modélisation statistique, et donc permettre de comprendre ça. Et là, on arrive vraiment, vous voyez, on arrive à des mini-questions qui ressemblent un petit peu à ce que les candidats feront lorsqu'ils seront en licence ou en master. Moi, à mon époque, ça s'appelait la maîtrise, où on a une question comme ça qui est posée et à laquelle on essaye de répondre. Alors là, évidemment, il s'agit de le faire en 10 minutes, en 10 minutes, puis 10 minutes. Voilà. Donc voilà grosso modo, pas grosso modo, mais voilà à peu près comment on peut faire les questions. Alors, il ressort de toute façon que, donc continuons, il ressort que les deux spécialités doivent se représenter de toute façon. Ça, c'est indispensable. Il n'est pas question qu'il n'y ait qu'une seule spécialité.
Les élèves ont 2 spécialités dans l'année. Les 2 spécialités doivent être présentées, soit individuellement, soit transversalement, mais elles doivent être présentées de toute façon. Ça, c'est obligatoire. On n'accepte pas la même spécialité 2 fois. Ça, c'est impossible. Alors, donc les croisements, donc les transversales existent entre les différentes spécialités. En fait, on peut tout croiser. On peut tout croiser si on veut. Alors, par exemple, voilà, j'ai pris un certain nombre d'exemples. La spécialité humanité, littérature et philosophie. Donc, par exemple, vous voyez, donc l'humanité face à la guerre. Ça c'est un thème d'HLP. L'éducation nationale adore les acronymes, donc HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, et qui fait un lien avec AGGSP, Faire la guerre, faire la paix, les totalitarismes, avec Histoire et mémoire, la violence génocidaire en littérature, avec évidemment la mémoire et l'histoire, et puis là, on a entre 3 spécialités un très très bel, des liens très très beaux, sur l'environnement, puisque en humanité, les élèves ont travaillé sur l'écologie, un avenir pour l'humanité, en AGGSP, l'environnement, et en SES, c'est l'action publique pour l'environnement. Alors, évidemment, on ne voit pas la même chose dans les 3 spécialités. En AGGSP, sur l'environnement, on fait l'histoire de l'environnement et l'environnement dans les relations internationales. La COP21, l'attitude des Américains, etc. Bon. En SES, l'action publique pour l'environnement, donc on travaillera plus sur toutes les mesures qui sont prises pour favoriser l'environnement, je ne sais pas moi, les budgets, où trouver l'argent, enfin, ce sont des choses comme ça. Mais vous voyez, donc il y a dans les différentes spécialités, ça a été pensé quand même, il y a des passerelles qui se mettent en place comme ça, qui permettent aux élèves de pouvoir trouver des liens. Mais en quoi, il n'est pas obligatoire de trouver des liens entre les spécialités. On peut très très bien présenter la première spécialité et la deuxième spécialité, comme ça, sans qu'il y ait de lien entre les deux. On n'en voudra pas à un candidat, on ne reprochera pas à un candidat, on ne dévalorisera pas un candidat qui n'a pas mêlé les deux spécialités. En fait, les candidats sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent, et nous, jury, on n'a pas à juger ça. Nous, on a à juger, on va voir ce qu'on a à juger. Ouais. Alors, oui, donc je vous ai mis un site qui s'appelle Capitaine Study, qui peut aider les candidats à trouver des idées. Là, on est à la période de l'année où ils doivent vraiment commencer à y réfléchir sérieusement. Moi, je vois, j'ai certains de mes élèves qui commencent à me présenter des sujets. Donc certains sont encore un peu flous, d'autres ça commence à prendre forme. Bon, aucun n'est encore arrivé à traiter le sujet complètement. Mais bon, mais certains élèves ont déjà des idées, certains ont des idées depuis la première, certains sont un peu secs, donc il existe ce site qui permet aux élèves. Le site Capital Study en aucun cas ne donne des réponses, il propose des sujets. Ce ne sont pas des. Alors, il existe, paraît-il, des sites sur lesquels on peut avoir des grands euros de frais. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Là, on a je vous conseille un site qui donne des sujets qui peut permettre aux candidats de se faire une idée. Il ne s'agit pas dans quelle mesure le résultat de la sondage peut-il être fiable. Bon, ça peut être une idée. Et donc de prendre dans quelle mesure les sondages sur les élections présidentielles peuvent être fiables, dans quelle mesure les sondages sur, je ne sais pas, sur les projections aux prochaines élections législatives, oui, bon, ça peut être une idée comme ça. En quoi la reconnaissance des femmes en sciences a-t-elle évolué au cours du siècle? Voilà. Donc des choses comme ça, ça peut être le rôle des femmes dans les sciences, ça peut être Marie Curie, ça peut être Émilie Duchatel, enfin oui, bon, c'est des choses comme ça. Donc ceci est pas mal fait parce qu'il donne des idées. Il donne des idées. Encore une fois, il ne propose pas de sujet tout fait. C'est pas je recopie le truc et je le recrache, ça donne des idées. Voilà. Alors, maintenant, préparer son sujet. Donc préparer son sujet sous l'autorité de Jean Jaurès. Donc ça permet quand même de poser les choses. Jean Jaurès, qui était professeur de philosophie et également historien, donc c'est dire c'est quelqu'un d'intéressant. Alors, ce sujet, on le prépare seul,
hein. On le prépare en groupe, on le prépare avec les professeurs. En fait, le sujet, le candidat le prépare au départ seul. Mais comme il ne s'agit pas, il ne s'agit pas d'un... Enfin, les candidats vont passer les uns derrière les autres, et pas forcément avec les mêmes jurys. Donc, rien n'empêche les candidats de préparer un sujet à 2 ou à 3. Rien n'empêche les candidats de travailler sur le même sujet et de le présenter individuellement. Il y a fort peu de chances pour qu'on tombe sur le même jury. Donc, ça veut dire que le sujet, on le prépare seul, parce qu'on est intéressé par un sujet en particulier, on le prépare en groupe, mais on le prépare de toute façon avec les professeurs. C'est important, puisque les professeurs des spécialités sont spécialistes de la spécialité, et donc ça des choses, et on est là pour les aiguiller. Il y a des sujets qui sont absolument intraitables. Il y a des sujets qui sont extrêmement compliqués, il y a des sujets qui peuvent être même dangereux au sens où ce sont des sujets qui peuvent porter à confusion. Je parlais tout à l'heure des rapports entre Israël et le Hamas, mais bien évidemment, ce sont des sujets sur lesquels il faut être extrêmement prudent. Il ne faudrait pas se lancer comme ça, indépendamment des idées qu'on peut avoir. Chacun a des idées qu'il veut, et les candidats sont souvent citoyens. Je veux dire, sont souvent électeurs, donc évidemment, le droit d'avoir leurs propres idées, mais bon, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ou il y a des choses qu'on ne peut pas, comme ça, dire de manière abrupte. Et donc, le rôle des professeurs, c'est évidemment d'aider les candidats. Donc, ces sujets sont caractérisés par une évidente contradiction. Hein. Cette contradiction, c'est, ils doivent être suffisamment amples et problématisés. J'insiste là-dessus, problématisés. Il s'agit de poser une question. Dans tout ce que je vous ai montré, il y avait une question. Il y avait ce que, dans notre langage de scientifique, on appelle une problématique. Une problématique ne veut pas dire un truc enquiquinant, comme on l'entend à la radio. La problématique, c'est la question que pose un sujet. La problématique, c'est l'intérêt que va poser le sujet. Donc, les sujets doivent être amples et problématisés pour permettre l'implication réelle dans un travail de recherche. Mais ils doivent être d'un périmètre suffisamment restreint pour pouvoir permettre d'en donner une vision claire en seulement 10 minutes. Il n'est pas question, en 10 minutes, de traiter de l'évolution de la guerre depuis 1792 à nos jours. C'est impossible. Il n'est pas question, en 10 minutes, de traiter de l'évolution des espèces depuis le Pléistocène à nos jours. Ça, c'est inimaginable. Donc, le sujet doit être ample, parce qu'on ne demande pas aux élèves d'être complètement précis, et qu'ils doivent travailler sur le sujet, mais en même temps, il faut que ça soit restreint pour que ça tienne 10 minutes. Et ça, évidemment, ça c'est le rôle de l'enseignant, c'est le rôle du professeur, du formateur, de dire, non, là c'est trop, là c'est trop. Moi, je me souviens d'un élève l'an dernier qui voulait travailler sur le totalitarisme en prenant tout. Alors, tout y passait. Hitler, Mao, Staline, Kim Jong-un, enfin tout y passait. Voilà, comme ça, c'est évident que c'est intraitable. C'est intraitable. Donc, on prend tu prends Hitler, tu prends Staline, tu prends ou alors tu prends un aspect du totalitarisme et tu essayes de voir comment il fonctionne chez Hitler, chez Staline, mais il ne s'agit pas de tout traiter. On ne leur demande pas une thèse. Ils ne sont pas là pour rédiger une thèse d'État ou de doctorat. Ils sont là pour montrer, encore une fois, je me répète, mais c'est important, pour montrer qu'ils ont bien acquis les connaissances du lycée et qu'ils sont capables de maîtriser les capacités qu'on leur demandera dans le supérieur, en grande école ou en classe préparatoire. Voilà. Alors, est-ce que je peux me permettre une question? Excusez-moi. Est-ce que je peux me permettre une question? Nous avons des personnes qui demandent si le support de ce soir, la présentation, est adapté pour les bacs technologiques. Oui, bien sûr, oui. Merci. Oui, de toute façon, pour les bacs technologiques, c'est la même. Alors, pour les bacs technologiques, c'est le même raisonnement. Simplement, il arrive. Alors, ça dépend des spécialités. Mais dans certaines spécialités, on leur demande d'avoir une production. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que dans les séries générales, la production, c'est l'oral. Dans les séries technologiques, la production, ça peut être, je sais pas, ça peut être une maquette, ça peut être un graphique, ça peut être quelque chose comme ça. Mais autrement, le raisonnement est exactement le même. J'ai été clair ?
Je vous en Écoutez, prie. je pense que oui, hein, s'il y a des questions. Vous avez raison, vous avez raison. Et c'est vrai que, oui, c'est vrai que moi j'ai préparé quelque chose de général qui ratisse. Et c'est vrai que j'ai assez peu d'exemples de technologie. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'améliore. Je vous remercie de votre intervention. Alors, donc je reprends. Par ailleurs, donc les deux sujets, mais pour les technologies, c'est pareil, il y a deux sujets. Ils doivent tous les deux faire ressortir un des grands enjeux des programmes de première et de terminale. Encore une fois, il ne s'agit pas de rester bloqué sur la terminale, il s'agit de montrer un des grands enjeux des programmes de première et de terminale. Ça ne peut donc être que de première. Si on prend par exemple la DGSP au hasard, en première, on travaille sur la démocratie. Donc le sujet, ça peut être... Et moi, j'ai fait passer l'an dernier un grand oral où le sujet, c'était quel type de démocratie pour la Russie actuellement. Donc, bon, il y avait un petit côté un peu provocateur derrière, qui n'est pas désagréable du tout. Et donc, le sujet, il portait sur un thème de première et pas sur un thème de terminale. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. J'arrive plus à... Alors, les connaissances sont essentielles aux yeux du jury. Oui, parce que le but, c'est de tester les connaissances quand même. Hein, et donc, les connaissances sont effectivement essentielles. C'est la base. Alors, je vous ai mis là, alors là, je vous invite à en faire pas une copie d'écran ou une photo, enfin ce que vous voudrez, parce que là, il s'agit de la grille indicative de l'évolution du grand oral qui est publiée. Donc, je vous ai mis toutes les références, donc vous pouvez trouver ça sur Internet, donc qui est publié dans un BO, enfin dans ce qu'on appelle une note de service dans notre jargon. Le BO, c'est le journal officiel de l'éducation nationale et qui met cette grille. Alors, c'est une grille indicative. En aucun cas, c'est quelque chose d'obligatoire. D'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a pas de points. Il n'y a pas marqué 12 points, 3 points, 5 points, etc. C'est une grille indicative qui permet au jury, dont mes collègues et moi faisons partie, de pouvoir évaluer le candidat. Donc, qualité orale de l'épreuve, qualité de la prise de parole en continu, qualité des connaissances, qualité de l'interaction, qualité de la construction de l'argumentation. Alors, résumons tout ça. Bon, alors après, insuffisant, très insuffisant, bon, ça vous pourrez lire, on ne va pas s'amuser à tout lire, on n'aurait pas le temps. Mais reprenons donc les cinq données. Parce que ça, c'est important. Parce que c'est là-dessus que le candidat va être évalué. Et donc, il est important que le candidat le sache. Moi, je le distribue à mes élèves. On est plein de collègues à distribuer ce document à nos élèves. Donc, qualité orale de l'épreuve, bon, là, c'est clair. Parce que la qualité, est-ce que le candidat est audible? Est-ce que le candidat parle comme il faut? Est-ce que le candidat a des qualités oratoires? Alors, sachant qu'on n'est pas, on n'est pas le Florent, on n'est pas là pour évaluer les futurs acteurs, on est là pour évaluer des jeunes qui ont des connaissances et qui argumentent. Qualité de la prise de parole en continu, donc. Bon, est-ce que le candidat est capable de parler de manière claire, de manière continue? Et c'est pour ça qu'il est important qu'il s'entraîne. Ça, on y reviendra. Qualité des connaissances, bon, ça va de soi. La qualité de l'interaction. Alors, l'interaction, c'est important, parce que l'interaction, c'est ce qu'il y a après. Ce qu'il y a après, c'est-à-dire les questions que l'on va poser au candidat. On y reviendra tout à l'heure. En aucun cas, les 10 minutes où le candidat parle, ne peuvent transformer substantiellement la note. Si vous voulez, l'interaction, donc les questions que l'on pose après, c'est pour voir dans quelle mesure le candidat est capable d'argumenter, dans quelle mesure le candidat est capable de pouvoir défendre ce qu'il dit, défendre son bifteck, si je puis utiliser une expression un peu triviale, c'est ça. Et donc de voir jusqu'où vont ses connaissances. Qualité et construction de l'argumentation, donc ça c'est évidemment la base. Est-ce que le candidat répond à la problématique qu'il a définie? Puisque au départ, le candidat va poser une question. Quelles sont les raisons pour lesquelles les Américains sont intervenus en Irak en 1980? Et donc à la fin, il répond. S'il ne répond pas à la question, ça veut dire que l'argumentation, elle n'est pas très très bonne. Et donc là-dessus, il est évalué. Voilà. Donc ça, il est important. Il est important que les candidats le sachent. Il est important que ça, puis que vous, les parents, vous sachiez que ça existe.
parce que ça montre aussi que lorsque le grand oral a été pensé, les concepteurs de l'épreuve ont essayé de limiter au maximum tout ce qui serait complètement subjectif. Alors il y a évidemment du subjectif, hein, forcément. Hein. Mais les choses ont été mises en place de façon à ce que les candidats soient traités de la même façon et que les jurys aient une grille qui soit grosso modo la même. Encore une fois, rien n'oblige le jury à suivre cette grille d'évaluation, mais je peux vous dire que très très souvent, cette grille, elle est présente le jour où on évalue, parce que c'est pratique. Parce que ça permet comme ça de dire, bon ben voilà, la qualité orale de l'épreuve, elle est insuffisante. Voilà, je comprenais rien à ce qu'il disait. Il parlait d'une manière extrêmement lente, on comprenait rien. En revanche, il maîtrisait parfaitement les gens qu'il disait, il avait une capacité à argumenter personnelle, c'est bien construit, c'est bien raisonné. Voilà, donc ça permet comme ça de mettre une note à la fin, mais oui, c'est pas sur 2, sur 3, sur 5, voilà. Et donc, là, ça me permet de faire une petite aparté. Poussez bien vos enfants à accepter de faire des exposés, hein, à intervenir en classe, à intervenir lorsqu'on organise des débats, par exemple. Hein, très très souvent, dans les spécialités, on organise des débats. Hein, là, par exemple, hein, j'ai organisé un débat sur comment préserver l'environnement avec notre modèle de développement. Donc c'est un sujet très polémique, hein, mais je ne juge pas les élèves évidemment sur leurs idées, mais sur la façon dont ils vont argumenter. Et là, c'est important qu'ils participent à ça parce que c'est à titre gratuit. Et donc, ils s'expriment comme ça. En particulier, qui participent bien au cours de EMC, hein, l'éducation morale et civique, où très très souvent, on fait travailler les jeunes sur des exposés. Des exposés qu'ils préparent eux-mêmes sur des sujets qu'ils ont choisis eux-mêmes. Et ça, c'est une excellente formation pour le grand oral. Excellente formation pour le grand oral parce qu'en plus, ce sont des sujets qu'ils ont choisis eux-mêmes. Voilà. Alors, je continue. Ah non, ça ne marche plus là, excusez-moi. Alors, pour travailler les deux questions, comment faire pour travailler les deux questions? Les candidats peuvent utiliser diverses ressources pour leur recherche. Alors, j'ai mis une liste de ressources qui est évidemment non exhaustive. Les manuels, naturellement. Alors, les manuels, c'est compliqué. Depuis qu'on a les manuels électroniques, on a du mal. Enfin, bon, les manuels, voilà. Sachez que normalement, au CDI, c'est-à-dire ce que nous, on appelait avant la bibliothèque des lycées, dans le CDI, il y a normalement encore les manuels papier. Donc, les manuels, les cours, ça va de soi évidemment, les ouvrages spécialisés. Donc, il peut y avoir des ouvrages spécialisés qui sont parfaitement accessibles aux jeunes, parfaitement accessibles à des lycéens, écrits par des spécialistes, écrits par des historiens, écrits par des sociologues, écrits par des mathématiciens, écrits par des physiciens, qui sont parfaitement adaptés pour des jeunes. Les journaux, naturellement, les journaux généralistes, Le Monde, Libération, Le Figaro, bref, en fonction des idées politiques que l'on a, on choisit le journal que l'on veut. Les revues spécialisées, il y a plein de revues spécialisées. Je pense par exemple à Sciences et Vie, je pense à Sciences humaines, je pense à Alternatives économiques, je pense au Monde diplomatique, je pense à l'histoire évidemment, à ces revues spécialisées. Les sites internet. Alors les sites internet, il faut se méfier. Les sites internet, utilisons de préférence les sites institutionnels ou les sites des journaux parce que ceux-là sont sérieux. Alors je ne dis pas qu'il y a des sites pas sérieux. Il y a des sites de géopolitique qui sont extrêmement bien faits et qui ne sont pas répertoriés par les institutions. Et c'est là l'intérêt du professeur. C'est là l'intérêt du professeur de dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce site? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il n'est pas sérieux? Et est-ce que je peux mettre les notes? Parce que vous comprenez bien que le jour du grand oral, les candidats, vont dire des choses. S'ils vont argumenter, ils vont donc s'appuyer sur des connaissances. Si ces connaissances sont fausses, leur argumentation est fausse. Mais si elles sont fausses, alors qu'ils l'ont cherché, s'ils disent, attendez, j'ai trouvé ça dans Le Monde, ou j'ai trouvé ça sur le site de l'Éducation nationale, c'est pas de leur faute. S'ils disent, oui, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, Wikipédia, on ne sait jamais trop. Et donc, il faut se méfier. Il faut s'interroger là-dessus et donc savoir où on met les pieds sur les sites Internet. Encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de dénigrer les sites Internet. Je travaille beaucoup avec Internet, comme la plupart de mes collègues, mais il faut qu'on sache, il faut savoir, et ça, c'est la base. C'est la base de la recherche scientifique, de savoir où on met les pieds. Les émissions de radio et de télévision,
effectivement. Hein. Alors pour cela, je conseille le site Lumni, hein, Lumni qui est un site, Lumni ou l'INA. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel, qui sont des sites institutionnels, donc sérieux. Encore une fois, quand je dis sérieux, ça veut dire que ce sont des sites que l'on peut retrouver et ce sont des sites pour lesquels les candidats peuvent en quelque sorte ouvrir le parapluie, hein, dire quelque chose. Écoutez, j'ai trouvé sur le site de l'UMNI, bon, bah, l'examinateur ne peut pas dire, bah non, vous racontez n'importe quoi. Hein. Encore une fois, on ne forme pas des chercheurs, hein, on forme des candidats qui sont là pour avoir le bac. Donc, voilà les sources. Hein. Le rôle du professeur, c'est de donner un jugement sur ces sources, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, notre pôle, il est là. Hein, il n'est pas de dire encore une fois, non, c'est pas bien. Hein, il a fait attention, ce truc-là, c'est pas clair. Voilà. Moi, j'ai découvert comme ça plein de sites que je ne connaissais pas parce que les élèves m'ont dit, il y en a tellement, on ne peut pas tout connaître. Et je me dis, bah, tiens, celui-là est intéressant. Oui, il y a des choses intéressantes. Alors, le jour J. Le jour J, comment ça se passe? Pardon, excusez-moi, oui. Je vous écoute? Non, il n'y a rien. Non, continuez, rien du tout. Ok, très bien. Parfait. Ouais. Alors, donc le jour J, donc le jury est composé de deux professeurs, professeurs, hein, de matières différentes. Il y a forcément un professeur d'une spécialité du candidat, hein, et il y a un professeur de l'autre spécialité, ou un professeur d'un des enseignements communs, ou un professeur de documentaliste. Très clairement, il y a un professeur de la spécialité et un autre qui n'est pas forcément de la spécialité. C'est comme ça. Hein. Il m'est arrivé, moi, en tant que prof d'histoire, d'être sur un jury de physique. Donc, il y avait un professeur de physique, et puis moi, c'est là à côté, et qui évaluait la façon dont le candidat arrive à être convaincant, la façon dont le candidat est à l'aise, des choses comme ça. Je n'évalue évidemment pas les connaissances en physique, je ne les ai pas. Hein. Donc, mais il y a toujours deux professeurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, attendez, oui, donc la construction de votre exposé. Au début de l'épreuve, le candidat présente donc ces deux questions au jury qui ont choisi une. Donc, le candidat arrive. J'en profite tout de suite pour le dire dès maintenant. Le jour de l'oral, le candidat doit forcément avoir cette feuille signée de son chef d'établissement et une carte d'identité. Et ça, c'est obligatoire. On ne fait pas passer un candidat qui n'a pas sa feuille de question et sa pièce d'identité. Les candidats ne passent jamais dans leur lycée. Et les professeurs n'interrogent... Non, excusez-moi. Les professeurs n'interrogent jamais leurs propres élèves. C'est une question de déontologie. Donc, on interroge des élèves qu'on ne connaît pas. Et donc, la carte d'identité est indispensable. Je reprends. Donc, il présente deux questions au jury qui en choisit une. Il a ensuite 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses idées. Donc, ça commence comme ça. Le candidat arrive, il présente sa feuille. On dit voilà, vous préparez la question numéro 1. Et donc là, le candidat va s'installer. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit l'établissement a les moyens et a la place, et donc a mis en place une salle où les candidats préparent leur intervention, soit l'établissement n'a pas les moyens et donc il se prépare dans la salle directement où ils sont interrogés. Deux solutions. Alors, ça c'est important. Là, encore une fois, ce que je présente là, c'est un document officiel, à nouveau, et c'est important. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses idées, réaliser, s'il le souhaite, un support. Donc, c'est un support dont on parlait au début. Hein. Alors, vous avez à côté la petite définition. Quand on entend par support, note, trame de prise de parole, courbe, document illustratif, diagramme, bref, ça peut être n'importe quoi. Hein. Le support, c'est ce que le candidat décide de faire. S'il le souhaite, évidemment, et tout est dans le s'il le souhaite. Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. Pour son exposé, le candidat dispose du support qu'il a préparé. Alors, à partir de là, il y a deux cas de figure. Pendant les 20 minutes de préparation, le candidat prépare un support pour son exposé. Y a-t-il un nombre de feuilles? Non. À quoi est destiné le support au candidat uniquement? Peut-il donner son support au jury? Non. Enfin bon, vous lirez, tout est clairement dit. Le support, c'est vraiment quelque chose dont le candidat reste parfaitement le maître. Peut-il le montrer au jury? Oui. Peut-il ne pas le montrer au jury? Oui. Hein, quand peut-il l'utiliser? Quand il veut.
Le support, donc, il en fait un. Si le candidat ne prépare pas de support pour son exposé, eh bien, il ne prépare pas de support pour son exposé. Hein. Et peut-il ne rien écrire? Oui, si vous voulez. Lorsque le candidat arrive, on lui dit, voilà, vous traitez cette question-là, et on lui dit, vous avez des feuilles de brouillon, vous vous servez et vous allez vous asseoir. J'ai vu des candidats ne pas prendre la feuille de brouillon, rester comme ça, tranquillement, ils attendent les 20 minutes, et ensuite faire leur exposé, pas de support. Les candidats prennent 10 feuilles de brouillon et étaler comme ça devant eux, mais c'est au choix. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire un support important, ils en font un. S'ils ne veulent pas, ils n'en font pas. Durant l'épreuve, le candidat peut-il utiliser un tableau? Oui, mais pendant le deuxième temps de l'épreuve. C'est-à-dire que si je pose une question au candidat et qu'il a besoin d'un tableau, je ne sais pas, si je pose une question au candidat, je ne sais pas, la guerre contre l'Irak, elle s'est déroulée où? S'il veut faire un petit schéma pour vous montrer où s'est déroulée la guerre, il peut le faire, mais il n'est pas obligé. Hein. Est-ce que je peux lui demander d'écrire sur le tableau? Non. Est-ce que je peux lui demander de faire un autre exercice? Non. Si vous voulez, hein, le candidat qui a décidé, par exemple, de travailler sur un modèle mathématique pour les sondages, est-ce qu'on aura de lui dire, bon, ok, maintenant, vous allez nous faire un autre modèle mathématique sur tel autre sondage? Non, ça c'est interdit. Le candidat peut-il répondre par écrit aux questions du jury? Non, tout se fait par oral. Donc ça c'est important. Ça c'est important parce que très très souvent, les candidats sont un peu... posent des questions. Bon, le support, c'est-à-dire le brouillon, ils en font ce qu'ils veulent. Le plus souvent, et moi ce que je leur conseille, c'est de faire un brouillon rapide avec grand 1, grand 2, grand 3, ou grand 1, grand 2, ou grand 5, pas ce que vous voudrez, hein, voilà, et de mettre les grandes idées, c'est-à-dire de faire une sorte de pense-bête. Hein, voilà, pour être sûr de se rappeler. Et quand on prépare nos candidats, enfin nos élèves au grand oral, c'est ce qu'on fait. Hein. On leur dit comme ça, de mettre les grandes idées. De toute façon, je vais revenir là-dessus. Donc ça, ce que je suis en train de projeter là est évidemment de la plus haute importance. Ça fait partie des slides qui sont importants. Ouais. Alors, l'emploi des notes est toléré, cependant, il vaut mieux s'en passer. Ne rédigez jamais ces notes et sachez vous en détacher. Lire ferait désastreux. Évidemment, évidemment, on ne demande pas aux candidats de lire les notes. Hein. De toute façon, ils n'ont pas le temps. En 20 minutes, on n'a pas le temps de rédiger pour un oral de 20 minutes. Ça, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Et donc, il faut qu'ils apprennent. Ça fait partie de l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il est important de faire des oraux en classe. Il est important et c'est maintenant que ça va commencer. Hein, parce maintenant, Parcoursup est terminé. Donc, les notes à l'écrit ne comptent plus pour rien du tout. Les bacs blancs sont en général passés. Donc, maintenant, on travaille pour le grand oral. Et on propose, personnellement, je vais commencer la semaine prochaine, je propose à des élèves de présenter leur grand oral ou de faire des exposés, de s'entraîner. Hein, de s'entraîner parce que c'est difficile de s'adresser à l'oral. Nous, c'est facile. On est prof, on est habitués, on est des professionnels. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait ça. Bon, mais les élèves, ils l'ont jamais fait. Et donc, ça demande un entraînement. Insistez bien auprès de vos enfants qu'ils acceptent de participer à des oraux. Bien sûr, c'est pas facile. Et c'est pas facile de parler devant les copains qui vont rigoler, c'est pas facile. Mais c'est toujours plus facile de parler devant des copains qui vont rigoler plutôt que de parler devant un jury qui va évaluer. Voilà. Et les copains, ils rigolent. Mais enfin, bon, l'évaluation, c'est important parce que c'est l'avenir. Voilà. Donc, vous avez mémorisé, donc info coordonnées, des notes non rédigées, jamais des phrases entières, et ça s'apprend. Hein, ça s'apprend. Alors très souvent en terminale, les élèves savent prendre des notes. Hein, et donc, il faut leur dire c'est la même technique. Hein, quand le prof parle, il fait une phrase très claire en disant le climat a connu des variations depuis le néolithique. Les élèves, ils n'écrivent pas ça. Ils marquent climat, variation, flèche, néolithique. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il faut. Et donc là, il faut qu'ils s'habituent à faire ça hein, sur leur feuille, de façon à pouvoir avoir le temps de relire leurs notes pendant l'intervention. Okay. Bon, là, j'ai remis, je vous ai remis de façon à ce que ça soit clair, un extrait de la grille d'évaluation du jury, qualité de l'argumentation, discours argumenté, argument. Pour bien insister là-dessus, qui est en rapport avec l'argumentation revient 4 fois sur 5. Sur 5 items, l'argumentation revient 4 fois, c'est-à-dire l'importance de cet aspect d'argumentation. Encore une fois, on ne récite pas, on argumente. Encore une fois, on utilise ses connaissances pour
Moi, j'aime bien avec mes élèves prendre l'exemple de la cuisine. Hein. On utilise les ingrédients, le sel, le poivre, l'huile, etc., non pas en eux-mêmes, mais pour créer quelque chose. Hein. Pour faire de la tarte, il faut de la farine, il faut des œufs, il faut des pommes. Bon, hein, et c'est une fois qu'on mélange tout ça qu'on arrive à faire une tarte. Et c'est ce qu'on leur demande. On leur demande pas que c'est qu'une pomme, que c'est de la farine. On leur demande comment tu peux faire une tarte aux pommes. Hein, ouais, voilà. Alors, pendant les 10 minutes d'entretien, d'échange avec le jury, il s'agit de revenir sur quelques points de votre sujet, d'expliquer une notion, un mot, le sujet du candidat, évidemment, d'expliquer une notion, un mot, puis pour le jury, de savoir quelles sont vos connaissances générales sur le sujet. Alors, les 10 minutes d'entretien, elles servent fondamentalement à deux choses. Premièrement, elles servent à éclaircir un point ou deux qui n'aura pas été clair pendant l'exposé. Le candidat peut faire à l'appui. Il a le droit. Il est angoissé, il est stressé, il peut faire un lapsus. Et donc, l'oral permet de revenir sur le lapsus. Voilà. Vous avez dit, je ne sais pas, moi, Hitler a pris le pouvoir en 1833. Bon, vous pouvez... ah non, c'est 1933. Ok, très bien. Donc voilà, c'est un lapsus, c'est un lapsus. On s'arrêtera là. Bon. Donc, ça permet de faire ça. Ça permet de revenir sur un point particulier. Il ne peut pas être clair. Bon, le candidat a le droit d'être confus, c'est comme ça, ce sont des jeunes. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça permet de tester les connaissances générales sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va, dans un deuxième temps, poser des questions, et des questions de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées, et de plus en plus précises. Dites-vous bien une chose, plus les questions vont être difficiles, plus la note sera bonne, parce que si je pose des questions difficiles à un candidat, c'est qu'il a répondu à tout ça, c'est qu'il a tracé le sujet. Et donc, je vais l'embêter, en quelque sorte, quand je dis embêter, vous avez compris, on mettra des guillemets, hein, mais je vais le titiller pour savoir jusqu'où il va, quelles sont ses connaissances. Donc, si votre enfant revient en vous disant « c'est terrible, il m'a posé des questions et je n'ai pas pu répondre », ça veut sans doute dire que son exposé était bon et que les questions qu'on lui a posées, c'était simplement pour voir jusqu'où il savait les choses. Et à un moment donné, il ne fait pas. Et c'est normal, puisqu'encore une fois, il n'est pas spécialiste de la question. Moi, quand je pose des questions à GGSP, j'ai 40 ans de GGSP derrière moi. Voilà. Lui, le candidat, il a 2 ans. Donc, il en fait forcément moins que moi. Et donc, ça sert à ça. Hein, si vous voulez, ça sert à ça. Et c'est exactement la même chose que dans n'importe quel oral qui passera après, ou, si je puis me permettre, dans n'importe quel entretien d'embauche, on lui posera des questions comme ça. C'est exactement pareil. Nous, on n'est pas là pour travailler, on ne travaille pas pour l'entretien d'embauche. Mais ce sont des choses comme ça, et donc il faut s'habituer. Et donc, surtout, qu'il ne soit pas décontenancé par ces questions. Et c'est là qu'on va juger également la capacité d'un candidat à défendre, à argumenter, à dire oui, ça, je ne l'ai pas dit, et qui prépare ces questions, on dit, vous n'avez pas traité tel aspect du sujet, oui, je n'ai pas traité tel aspect du sujet parce que ça m'embête trop loin, ou parce que j'aime, ou parce qu'on m'a déconseillé de le faire. Bon, voilà. L'honnêteté, surtout ne pas essayer de coincer le jury, ils n'y arriveront pas. Hein. Donc, il faut être honnête, s'ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils disent je ne sais pas. Voilà, encore une fois, je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est un truc très important qu'ils auraient dû savoir, ils vont perdre un point ou deux. Ou autrement, ça va être quelque chose de je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça arrive toujours qu'on ne sache pas. Hop. Et voilà, on est arrivé au bout, excusez-moi. Oui, j'ai eu, voilà. Donc, vos questions, et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y en a. Et il y en a des questions. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre exposé. Un grand merci. Donc, il y aura des questions très pratiques sur le support. Donc, je vais commencer par celle-ci. Peut-il venir avec un PowerPoint et avec sa clé USB? Et le support doit être préparé pendant le temps de préparation ou peut-il venir avec? Alors, les deux réponses négatives. Non. Le candidat, il vient uniquement avec sa feuille, avec les deux questions, et c'est tout. Alors, il peut, dans certains cas, mais pour des candidats qui ont un profil particulier,
qui sont en situation de handicap, par exemple, qui bénéficient d'un tiers-temps, d'un PA, enfin, de choses comme ça. Oui, là, ça peut être possible, mais c'est vraiment au cas par cas. Et ça, et pas bon, le candidat le sait. Et autrement, non. Il vient uniquement, pas de PowerPoint, pas de clé USB. Et c'était la deuxième partie, c'était, enfin, je ne sais plus, mais c'est non. Voilà. D'accord. Alors, autre question sur le sujet. Est-il possible de partir d'un article, d'une publication afin de présenter le sujet? Et la suite de la question, c'est faut-il donner ses sources? Ah oui, donner ses sources, oui. Alors, partir d'un article, je comprends bien, c'est-à-dire dire j'ai lu dans Le Monde de la semaine dernière que ceci, cela. C'est comme ça qu'il faut entendre la question. Oui, je vous lis la question comme elle est notée. Est-il possible de partir d'un article publication afin de présenter le sujet? Bien sûr, et c'est même recommandé. C'est même recommandé puisque on demande aux candidats de s'informer, de s'informer. Et donc, effectivement, alors, encore une fois, tout dépend. En mathématiques, non. En physique, bon, moins. Mais dans tout ce qui est sciences sociales, par exemple, c'est même un plus. De dire, voilà, j'ai lu dans Le Monde diplomatique du mois dernier que la Russie, et donc je pars de là. Oui, bien sûr, c'est un plus. Citer ses sources, oui, aussi. Et ça, il faut que le candidat les connaisse. Ces sources. C'est-à-dire, si on lui dit, mais vous avez trouvé ça où? Ben, je l'ai trouvé dans le Monde, je l'ai trouvé. Ça, il faut le savoir. Ça, oui, c'est important de citer ses sources. Oui. C'est la base. Donc, alors, évidemment, pas en mathématiques. On ne va pas leur demander de citer, de dire, bah oui, Pythagore, il l'a fait comme ça. Bon, non, ça, on ne sait pas. Bon. Mais dans les sciences sociales, dans les sciences sociales, en histoire, enfin, en sciences politiques, en littérature, en SES, en SVT, qui n'est pas une science sociale. Bon, oui, là, oui, bien sûr, oui. Donc après, nous avons des questions aussi sur la difficulté de trouver deux questions transversales avec les spécialités SVT et physique-chimie, à moins, il est marqué, de parler de chimie ou quantique. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi, mais je pense que vous nous avez donné un site pour aller chercher des sujets. Nous avons beaucoup de questions sur la difficulté de trouver des sujets, en fait, transversaux. Alors, la spécialité qui pose le plus de problèmes, c'est les mathématiques. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, les mathématiques, c'est une pratique. C'est bon, on en a fait une spécialité, mais c'est une pratique, les mathématiques. Au niveau de nos élèves en terminale, ils sont incapables de faire, enfin, l'immense majorité sont incapables de faire des mathématiques au sens où ils en feront après. Donc les mathématiques, c'est très très rarement une question en tant que telle. Elle est souvent liée à une autre spécialité. Pour la physique et les SVT, il y a sans doute moyen sur des sujets, par exemple, qui seraient sur sur la génétique, par exemple. Je pense qu'il doit y avoir des choses qui peuvent parfaitement fonctionner là-dessus. Sur la géologie aussi. Ça doit être possible. Mais là, il vaut mieux, encore une fois, bon, moi, je n'ai pas caché, moi, je suis prof d'AGGSP, et donc c'est dans ces matières-là que je me sens beaucoup plus à l'aise. Que les élèves n'hésitent pas à aller voir leur prof, à aller voir leur prof en disant, voilà, est-ce que vous pensez que ça, c'est traitable? Est-ce que c'est possible de le faire? Mais c'est possible. Et de toute façon, pour répondre complètement à votre question, rien n'oblige les candidats à avoir des questions transversales. Rien ne les oblige. Ça ne rapporte pas plus. Une question transversale ne rapportera pas plus. Voilà. C'est pas, encore une fois, ce qui compte, c'est la qualité de l'argumentation et les connaissances. C'est pas de briller en trouvant une question compliquée, transversale. Non. C'est donc s'il n'y a pas moyen, si les deux spécialités, parce que moi j'ai des élèves qui font AGGSP et physique. Et aller trouver. Alors si, il y a 2 ans, j'en ai un qui a fait quelque chose sur la bombe atomique. Bon, c'est quand même un cas particulier. Autrement, aller trouver des questions transversales dans les deux spécialités, là, c'est pas possible.
c'est pas possible, on va pas faire l'histoire de la physique. Et donc, les candidats, ils ont chacun leur spécialité, puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Rien n'oblige à ce que ça soit transversal. Allô ? Alors, ah oui, en technologie, en STL, la question a-t-elle lieu en amont de la démonstration ou a posteriori? En amont, bien sûr, en amont. Alors, pour l'épreuve de STMG, où trouver, comment la détailler et où trouver les problématiques en mercatique? Pardon, En STMG, comment trouver la problématique en mercatique? la problématique en mercatique. Oui. Le professeur, hein. Le professeur. En fait, il y a deux solutions. Enfin, le professeur, le CDI. Hein, le CDI où les collègues documentalistes sont formés. Il arrive que les collègues documentalistes soient de jury aussi. Hein. Donc les collègues documentalistes sont également formés pour faire passer le grand oral, enfin en tout cas sont également aptes à faire passer le grand oral. Et donc il faut demander, pour des questions comme ça, aussi précises, il faut voir ça directement avec le collègue parce que moi, là, je dois vous dire que je sais pas trop. Et puis, de toute façon, c'est pas ça spécialisé. Moi, je veux pas vous raconter d'âneries. Donc, le collègue, hein, le collègue qui a le collègue qui a les aides. Et puis, si le collègue, pour une raison ou pour une autre, ne répond pas, parce qu'il sait pas, parce qu'il veut pas, parce que il existe un autre collègue dans l'étabbissement. Je veux pas botter en touche, mais là, je veux pas non plus. Oui, tout à fait. Il y a toujours les adultes derrière pour le jeune pour pouvoir aller voir les enseignants. Bien sûr, bien sûr. Il y a Eduscol, oui, Madame Ripoll me signale, il y a également Eduscol, bien sûr, oui. Et puis, il y a, bon, encore une fois, ce que je vous disais, il y a des manuels, alors je ne sais pas si en STMG ils ont des manuels, mais bon, il y a des fiches, il y a des fiches Eduscol. Il existe, ça peut être intéressant pour tout le monde. Hein, si vous tapez sur Google ou n'importe quoi Eduscol, vous tombez sur les programmes officiels. Bon. Enfin, vous pouvez tomber sur les programmes officiels. Et vous allez tomber également, pour tout le monde, vous allez également tomber sur les accompagnements de programmes. Et les accompagnements de programmes, c'est tout à fait intéressant parce que ce sont des pistes que l'on nous donne, à nous, professeurs, pour mettre en œuvre les programmes. Si vous voulez, les programmes, c'est très sec. Hein, c'est la situation politique au Moyen-Orient. Voilà, c'est très sec. Et sur la fiche Eduscol, sur la fiche d'accompagnement, on nous dit, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, et on nous donne une bibliographie. On nous donne des éléments pour trouver des renseignements. Et ça, c'est public. Ça ne s'adresse pas qu'aux profs. Hein, et on ne vous demande pas un code pour y accéder, vous tapez Eduscol, et là, vous trouvez sur des choses. Donc là, il y a peut-être des réponses. Et toutes les spécialités sont répertoriées sur Eduscol. Alors, petit bémol, les fiches d'accompagnement n'existent pas pour toutes les questions. Voilà. Mais bon, ça, voilà. Alors après, nous avons une question, mais on va enfin, c'est plutôt au départ il a été dit à mon fils qu'il ne pouvait pas avoir de support. Donc, c'est faux. Ce que je vous ai montré, alors il se peut parce que ça a été ça. Hein. Au tout début, ça a été ça. Au tout début, il n'y a eu pas de support, puis il y a eu aussi support obligatoire. Donc il se peut que le collègue qui a dit ça l'a fait passer au début, n'a pas été reconvoqué depuis, ne s'y est pas intéressé. Mais c'est faux. Hein, encore une fois, ce que je vous ai montré, ce sont les textes officiels. Donc on ne peut pas aller contre les textes officiels. Voilà. Donc c'est faux. Le support, mais encore une fois, le support, le candidat en fait ce qu'il veut. Voilà. Il se peut très bien que le candidat ait envie, pour remettre ses idées au clair, de l'écrire comme ça et de laisser le support à sa place quand il vient présenter son grand oral. On ne peut pas lui demander. J'ai un retour sur une question qui n'a pas été, la réponse n'a pas été bien comprise. Dans le cas du bac STI2D, les deux spécialités doivent être représentées obligatoirement.
l'enfant de cette personne a la spécialité maths physique et la spécialité SIN. Et il a compris qu'il pouvait présenter 2 sujets sur la spécialité SIN. Non, il doit présenter un sujet sur la spécialité SIN et un sujet sur la spécialité maths physique. Les 2 spécialités doivent être représentées à parité. Il peut y en avoir une où il va mêler maths physique et SIN, je ne sais pas si c'est possible, hein, et puis l'autre simplement SIN ou simplement maths physique, mais il doit y avoir les 2 spécialités sur sa fiche de question. Oui, sa fiche de question. C'est obligatoire. Après, Oui. nous avons un sujet sur les jeunes qui sont en situation de handicap. Ont-ils les aménagements pendant le grand oral? Oui, oui. De même que pour l'écrit, il y a des aménagements. Certains ont plus de temps, certains ont quelqu'un qui écrit à leur place. Il y a des aménagements. Alors, personnellement, je n'ai jamais vécu, mais je sais, j'ai un collègue qui il y a 2 ans a fait passer, effectivement, où un jeune qui avait du mal à écrire était avec un secrétaire, enfin ça porte un nom, un AESH, voilà, qui était là pour rédiger à sa place son support. Oui, c'est la même chose, si vous voulez. Par contre, moi, ce que j'ai vécu, je vous ai expliqué, c'est 10 minutes. Ce que j'ai expliqué, c'est pour des jeunes qui bénéficient d'un tiers-temps, donc ça peut être un quart d'heure. Ça, oui, ça m'est arrivé. Parce que ce sont des jeunes qui ont, pour X, Y raison qu'ils n'avaient pas à juger et pas à savoir non plus d'ailleurs, bénéficient de cet aménagement. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Nous avons beaucoup de remerciements, mais je suis en train de regarder. Oui, je pense que nous avons vraiment fait le tour. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Marie-Françoise, je te Oui, remercie. oui. Je vous remercie tous et tous. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que ça aura permis aux parents, mais également, on est certainement écouté par des plus jeunes, d'avoir une meilleure idée de ce qu'on attend d'eux dans cette épreuve qui est nouvelle, enfin qui est récente, hein, puisqu'elle date de la réforme du baccalauréat. Je pense elle est très intéressante justement pour l'avenir de nos jeunes, puisque très vite, on est confronté à cette argumentation, à cette orale, hein, comme je le fais ce soir d'ailleurs. Et ça ne peut que apporter une prise de confiance en soi.